Je me présente, je suis Xavier Hamon, je suis cuisinier et je représente l'Alliance Slow Food des cuisiniers en France. Et à mes côtés ce matin, pour parler d'un métier qui se réinvente, j'ai Antoine Antoine Chepy, excuse-moi, cuisinier au Pays Basque, et Nicolas Mendibourou, c'est ça? Mendibourg, maraîcher. Et le but de cette matinée, ça va être en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je suis là, au nom de quoi je parle surtout, quelle est la démarche de l'Alliance des cuisiniers. Ensuite, je vais leur demander de se présenter assez rapidement, et puis après, je vais vous faire travailler. Il n'y a pas que nous qui allons parler. L'idée, c'est qu'on ait un échange avec vous sur ce métier de cuisinier. Vous êtes tous des futurs cuisiniers, cuisinières, et on a besoin de discuter avec vous. De ce que vous imaginez de ce métier-là et de ce que nous on vit. Et on va essayer d'avoir un échange avec vous sur peut-être qu'on est raccord et puis on va être tous contents de dire que ce monde est parfait et tout va bien. Et peut-être qu'on ne va pas être raccord. Et peut-être que vous allez être surpris par ce qu'on raconte. Et c'est l'intérêt. C'est l'intérêt d'avoir cette discussion avec vous. Parce que nous, dans quelques années, en tout cas pour ma part, je ne vais pas faire cuisiner encore 20 ans. Par contre, vous, j'espère que dans 20 ans, vous serez encore cuisinier. Un petit mot sur l'Alliance Slow Food des cuisiniers et ce mouvement Slow Food. Alors d'abord, le mouvement Slow Food est né à la fin des années 80 dans le nord de l'Italie, au sud de Turin, dans un petit village qui s'appelle Bra. Il est né d'une réaction on va dire, à l'implantation des premiers fast-food dans le nord de l'Italie. Mais ce n'est pas tellement ça qui était le plus important pour les créateurs de Slow Food, c'était plus une vision globale de la société qui les inquiétait. À travers l'apparition d'une nouvelle mode d'alimentation, il y avait aussi la traduction d'une nouvelle société qui allait de plus en plus vite, de plus en plus standardisée, où les individus que nous sommes ont de moins en moins de prise sur leur quotidien, de moins en moins de prise sur leur temps personnel, de moins en moins de prise sur leur projet de vie. Et que finalement, nous tous qui faisons société 30 ans après la création de Slow Food, eh bien, on est des auxiliaires d'une société qui va de plus en plus vite et on est complètement dépossédé de nos moyens de production, c'est une chose, mais aussi de nos vies, si on n'y prête pas garde. Donc derrière le mouvement Slow Food, il y a aussi cette dimension complètement sociétale sur qu'est-ce qui arrive à cette société et avec le prisme de l'alimentation. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette démarche, c'est justement cette philosophie qui se développait autour de la réappropriation personnelle de sa vie, à travers le temps et l'alimentation, mais aussi à travers une vision globale. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apparition des fast-foods et de l'accélération de cette alimentation? C'est une destruction des territoires, une destruction de la culture, une destruction de la géographie, une destruction des modes de vie. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux il y a 50 ans, il s'agit de dire qu'on a été dépossédé de notre construction sociale collective et que ce n'est plus nous qui décidons. Et que si on regarde juste le phénomène alimentaire par le prisme de ce qu'on mange, eh bien, il manque beaucoup d'éléments. Donc, ce qui m'a beaucoup plu dans le métier, dans le mouvement Slow Food, c'était cette vision systémique. C'est que l'alimentation, ce n'est pas que des protéines, des lipides, des glucides, ce n'est pas que des recettes, ce n'est pas que des cuisiniers, c'est aussi tout un environnement. Et qu'on est extrêmement dépendant de la culture d'un pays, de l'histoire d'un pays, de la géologie d'un pays, d'un territoire, du climat, des changements climatiques. Moi, je vis dans une région en Bretagne, Finistère Sud, où l'industrie agroalimentaire est très présente. Les emplois liés à l'agroalimentaire dans le Sud-Bretagne ont un impact sur le marché de Dakar au Sénégal. Parce qu'on produit des poulets de très mauvaise qualité, mais exportés à très bas prix sur des marchés africains où les poulets bretons sont moins chers que les poulets locaux. Donc vous imaginez les conséquences que ça a. Et donc la richesse et la puissance d'un mouvement comme Slow Food, c'est d'avoir pensé cette globalité. Que ce qu'on fait ici a un impact à l'autre bout de la planète ou sur un autre continent ou sur un autre territoire et que ce n'est pas anodin. Et qu'on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Donc voilà un peu le moteur de Slow Food. Et dans cet esprit-là, eh bien, régulièrement, on se retrouve autour d'événements nationaux ou internationaux.
Et puis on a commencé à se retrouver entre cuisiniers. Et on s'est dit, mais enfin des cuisiniers qui se posaient beaucoup de questions. En deux mots, moi, ma mutation professionnelle en cuisine, je l'ai entamée dans les années 2000, où, quand j'ai commencé à rencontrer les paysans. Quand j'ai commencé à rencontrer les paysans, je me suis rendu compte que je savais à peu près rien de la production, même si je suis né dans une ferme, c'est le paradoxe. C'est que on a tellement été invités à sortir de la misère paysanne que on est complètement déconnecté, même en tant que cuisinier. Et cette démarche d'aller vers le producteur, vers le paysan, vers le pêcheur, vers le maraîcher, ça a permis de faire une cohérence entre la vision systémique de Slow Food, de ne pas m'intéresser juste qu'à ma petite personne et à ma petite cuisine et à mon petit plat, mon petit menu, mais d'aller comprendre ce qui se passe autour et comment ma cuisine se transforme. Et donc finalement, le cuisinier se retrouve au centre d'enjeux. Dans les années 2000, c'était moins apparent, aujourd'hui c'est criant. Vous êtes aujourd'hui responsable de ce que vous mettez dans l'assiette. Et cette responsabilité, vous ne pouvez pas l'exercer uniquement avec un livre de recettes. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de discuter avec Antoine et Nicolas tout à l'heure, comment ça se traduit concrètement. Mais en tout cas, dans le mouvement Slow Food, les cuisiniers ont commencé à se rencontrer. Et on s'est dit, on ne peut pas continuer à agir isolément sur nos territoires. On est tous en train d'expérimenter des choses parce que beaucoup d'entre nous, on a été formés dans les années 80. Donc c'est les siècles derniers, donc ça date. Je ne sais pas si ça a changé, vous allez me le dire, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, on n'était pas préparé à ce qui nous arrive. Absolument pas préparé à ce qui nous arrive et absolument pas préparé à la responsabilité que vous êtes en train d'endosser quand vous allez faire à manger aux gens. En gros, vous avez le pouvoir d'empoisonner ou de faire du bien ou d'alimenter les gens. Alors, il n'y a pas que vous, hein, tous ceux qui touchent à l'alimentation. Hein. Mais on en fait partie. Donc comment on exerce cette responsabilité ? Eh ben, moi, j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus que ce que j'ai appris dans les années 80 dans une école hôtelière. Et pourtant, Dieu sait si j'ai fait le parcours typique. Bac pro, il n'y avait pas à l'époque, c'était BTH, mais BTS, et puis les grandes maisons, les gastros, etc. Mais personne ne m'a préparé à ce qui m'attend aujourd'hui quand je cuisine tous les jours dans mon restaurant. Et donc, les cuisiniers ont décidé de se réunir pour y réfléchir ensemble. En 2016, on a décidé de créer une association, Alliance Slow Food des cuisiniers, parce qu'on trouvait que isolément sur nos territoires, on n'était pas très performant dans l'expression de quelque chose, où on n'arrivait pas à parler d'une voix assez forte. Donc on a décidé de se réunir, une association française. Et la première décision de cette association en 2016, ça a été de se débaptiser. Parce que l'appellation officielle dans le mouvement Slow Food, c'est Alliance des chefs. Et nous, on refuse cette dénomination-là, dans le sens où nous sommes chefs. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis chef de cuisine, je suis chef de labo. C'est un statut. Dans la hiérarchie d'une entreprise, c'est une fonction, c'est un statut qui implique des obligations de gestion, de management. Et ça, c'est une fonction dans une entreprise. Mais ça n'en fait pas un métier. Moi, je ne suis pas chef de métier, je suis cuisinier de métier. Et c'est complètement différent de penser un métier que de penser une fonction. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est débaptisé, on a enlevé chef et on a mis cuisinier à la place. Et on ne revendique que ça. Ce qui nous réunit, pour le coup, dans l'Alliance des cuisiniers, c'est notre métier. Qu'on soit plongeur, apprenti, étudiant, cuisinier, chef de cuisinier, chef de partie, peu importe, qu'on soit en restauration collective, dans un bistrot ou dans un 3 étoiles Michelin, tout le monde est représenté dans l'Alliance. Et ça, c'est beaucoup plus fort que de se retrouver uniquement entre chefs de cuisine. Ce sont d'autres problématiques, certainement pas celles qui sont au cœur de nos métiers. Donc voilà comment on a grandi et comment on s'est créé. On avait besoin de se retrouver entre cuisiniers dans le mouvement Slow Food pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que ce métier, à quoi il sert. Et on a fini par se poser juste des questions essentielles. Et c'est là que je vais commencer à vous faire travailler. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce métier-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Et finalement à me reposer la question du sens de ce métier-là. Est-ce que c'est raccord avec ce que je fais au quotidien? Est-ce que ça a toujours un sens entre ce qui m'a amené dans ce métier-là dans les années 80 et ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Avec qui je fais ce métier-là?
c'est-à-dire d'où viennent mes produits, où est-ce que je m'approvisionne, et là encore, est-ce que ça a du sens? Et là encore, est-ce que ça a du sens, ce que je fais, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, une conception globale de la cuisine. Avec qui je le fais, c'est avec qui je travaille. Quelles sont mes relations sociales dans mon entreprise? Grosso modo, est-ce que j'envoie des casseroles à la gueule parce que ça va pas si vite? Ou est-ce que j'ai un effort pédagogique et j'ai envie que les gens restent chez moi? Et pour qui je fais à manger? Est-ce que bien manger, c'est réservé à une élite gastronomique, ou est-ce qu'on peut imaginer que la cuisine de qualité, qui fait du bien à tous, doit aussi être servie à d'autres personnes que l'élite? Voilà, c'est des questions qu'on s'est posées, et ça a donné lieu à la publication en septembre dernier d'un manifeste, le manifeste de l'Alliance Slow Food des cuisiniers, qui est disponible sur le site de l'Alliance Slow Food des cuisiniers France, que vous pourrez aller lire, prendre le temps de lire. Mais voilà, donc on a mis beaucoup de temps à réfléchir pour réécrire qui on était et réécrire un petit peu qui était ce métier, qu'est-ce que c'était que ce métier de la cuisine. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Voilà, je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais en tout cas, voilà grosso modo ce qui nous a amené ici. Je vais laisser Antoine se présenter, Nicolas ensuite, et je vais revenir vers vous. Bonjour à tous. Donc voilà, Antoine, cuisinier depuis 22 ans. Parcours classique, apprentissage. 12 années de macaroni Michelin, 1, 2 et 3. Et puis à un moment, en 2008, je me pose la question de qu'est-ce que je suis en train de faire. En fait, ça faisait plus trop de sens. Je travaillais les plus beaux produits du monde, mais ils arrivaient par avion. Ils étaient produits dans je ne sais pas quelles conditions, et puis avec sûrement beaucoup de chimie dessus. Et alors j'ai décidé, avec mes petits moyens, j'avais mis un peu d'argent de côté, d'ouvrir mon premier restaurant à Saint-Jean-de-Luz, qui s'appelait La Graine, à Sia. Et puis de partir, il se trouvait à côté des Halles, et de dire ça va être... Voilà, mon supermarché, mon métro à moi, il est en face. Je traverse la rue, puis je fais le tour avec mon caddie, et puis je vais voir ce qu'il y a. Et puis j'ai commencé à faire à manger comme ça. Puis bien sûr, en fait, j'ai commencé à rencontrer du monde, quoi, à rencontrer des gens qui produisent. Et puis on a discuté, parce que moi je connaissais passer une commande à 1h du matin sur un répondeur, et puis là... Non, là je me trouve avec des gens, eux ils sont dans leur champ, et puis voilà, l'histoire commence. Et puis depuis 2008, ça fait du sens de plus en plus pour moi, et j'ai envie de partager un peu mon expérience avec ceux qui vont se destiner, qu'ils soient cuisiniers, serveurs, tous ceux qui participent en fait autour de l'alimentation, de la restauration. Et puis en fait, au final, pour nous, quoi, en tant que personne, c'est notre alimentation aujourd'hui qui est en jeu. Voilà pourquoi je suis là, ici. Merci Antoine. Et donc, Nicolas, moi j'ai 33 ans, je me suis installé en maraîchage, en agriculture biologique, il y a 4 ans. On va entamer notre 5e saison rapidement. Donc aussi un parcours professionnel divers, mais qui m'a amené sur le chemin de l'agriculture, parce que j'avais envie de refaire sens un peu dans ce parcours-là. Et puis j'avais un rapport un peu particulier avec le produit aussi. On s'est installé en vente directe, donc 100% des produits des légumes qu'on produit, on les vend en vente directe, avec des clients qu'on rencontre de façon hebdomadaire. Et dans ces clients, il y a 2 restaurateurs. Donc il y a une approche aussi de la restauration et de la façon dont notre travail est en lien avec celui que vous allez faire et celui pour lequel vous vous formez en tout cas. Merci Nicolas. On va revenir sur votre vision du partage des métiers, parce que ce qui est important, ce que vous allez voir, c'est que
cuisinier ne peut plus penser son assiette tout seul. Et c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble. Mais je voulais juste revenir avec vous. Vous avez des parcours très différents, des âges différents, je vois. Est-ce que quelques-uns d'entre vous pourraient me dire qu'est-ce qui les a fait choisir la cuisine? Finalement, qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce matin parce que vous êtes en formation de cuisine? Et c'est quoi la première motivation pour... est-ce que vous voulez me dire un petit peu ce qui vous a amené à la cuisine? Est-ce que quelqu'un peut oser le dire? Il n'y a pas de honte à faire la cuisine. Hein. Enfin, ça va, on le vit bien. Hein. Oui. Du plaisir, ouais. Ok. Et dans ta représentation, c'est quoi le cuisinier que tu vois dans ta tête qui fait modèle? Et dans ton imaginaire, c'est quel type de restauration? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres visions de la cuisine? Vous êtes tous raccord avec ça, et c'est le seul modèle qui existe? Vous avez autre chose en tête? Ouais. La liberté de création. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a pas de routine et tu es libre. Ok. Cette liberté, tu penses que c'est possible de l'avoir? C'est quoi la liberté de créer? Est-ce que tu penses que les cuisiniers sont libres d'acheter les produits qu'ils veulent? Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu penses que les cuisiniers sont capables de travailler des produits avec leurs exigences, ou alors est-ce que ils ont accès à des produits qui finalement sont prédéfinis par d'autres, par des filières alimentaires? En gros, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que la liberté, c'est je vais faire une caricaturale, mais il faut en passer par là. Est-ce que c'est métro, promo cash, et finalement j'ai là une grande liberté de choix dans métro et promo cash, ou est-ce que la vraie liberté, c'est de s'émanciper de ça et de vraiment choisir ce qu'il y a derrière le produit? On peut s'émanciper? On peut faire que au marché, mais on verra ça avec Nicolas tout à l'heure. Ok, ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre vision de la cuisine que vous voudriez exprimer? Je crois qu'il y a des gens qui sont il y a des étudiants qui sont en alternance pour certains. Je sais pas, ils sont pas là. Si. Ils sont derrière, ils sont au fond, ils sont planqués au fond. Ouais. Ils ont bossé, donc ils pioncent. Non, je plaisante. Dans quel type d'établissement? Enfin, la cuisine, on a parlé ici de liberté. Allez-y, installez-vous. Il n'y a pas de chaise. Ah ouais. Allez voir à l'extérieur, vous allez peut-être trouver des chaises. On a parlé de bistrot, on a parlé de liberté d'approvisionnement, liberté de choix. Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir la cuisine? C'est-à-dire qu'en gros, quelle représentation vous avez du cuisinier? Moi, le jour où j'ai voulu être cuisinier, j'ai voulu ressembler à un type de cuisinier, parce que j'avais des images. Ouais, Top Chef, il n'y a pas que Top Chef, mais... Ou alors vous êtes tous balèzes. Ouais. Capacité à s'adapter, effectivement. Ok. Ok. Bon, on a pas mal d'éléments là déjà, merci. Merci beaucoup. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur une vision de la cuisine?
ce que vous avez dit est juste, va plutôt dans le bon sens, mais on va voir comment tout ça se met en action et finalement comment on peut y arriver à cette liberté de création, à faire à manger et pas que dans le gastro ou à s'adapter. Antoine, la nécessité de s'adapter, enfin, dans ton travail au quotidien, tu as dit que en traversant la rue, tu avais commencé à appréhender la cuisine de façon très très différente. Et finalement, quels sont les enseignements que tu en as tirés entre ta formation et l'exercice de ton métier? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement et en quoi, dans l'Alliance, on pense que le métier doit se réinventer? Ouais. Alors, quand j'ai créé ASIA, donc quand je suis sorti du circuit, on va dire, classique, je me suis rendu compte que aller au marché, alors pour moi c'était au début très romantique, quoi, hein. Je me voyais avec des légumes encore avec un peu de terre, un poisson qui venait à peine de sortir de l'eau. Donc je ne sais pas si tout le monde va être cuisinier, mais en tous les cas pour ceux qui aiment ça un peu, je pense que ça évoque quelque chose. De rencontrer aussi les gens qui les produisent, mais ça je me suis aperçu que ça me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai commencé à adapter en fait ce que je faisais, parce que quand j'ai ouvert ce premier restaurant, moi ma formation c'était de mettre beaucoup de choses dans les assiettes, des sauces très compliquées, enfin des choses qui demandaient en fait beaucoup de main d'œuvre. Puis moi j'étais tout seul. Donc j'ai commencé à adapter. Et puis j'avais pas les mêmes moyens, donc j'avais un petit fourneau, une petite plancha, un four qui marchait une fois sur deux. Donc tout ça en fait, ça a commencé à dessiner une cuisine. C'est-à-dire que je savais que j'avais les meilleurs légumes, mais quand je me retournais, en fait j'étais tout seul, donc il fallait faire la plonge, ranger les produits vaisselle, enfin faire tout ce que vous faites tous les jours et vos collègues, mais ça. Donc ça a commencé en fait à dessiner la cuisine que je me proposais à faire. Et puis, au bout d'un an, il y a une deuxième réalité qui a apparu, c'est que déjà je passais beaucoup de temps. Et puis, c'était plus cher en fait ce que j'achetais. Ah ouais, merde, là je commence à plus trop être sûr de moi. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Et puis donc économiquement, j'insiste un peu. Et puis je suis rattrapé en fait par le prix de l'immobilier, tout simplement. C'est qu'arrivé au mois de décembre, Saint-Jean-de-Luz, j'avais 6 tables à l'intérieur, donc 12 couverts maximum, et un loyer de 3 000 €. Donc ça c'est la première réalité. Au final, qu'est-ce qui me coûte cher? C'est mes légumes ou mon loyer. Donc ça c'est ma première entrée en matière dans le monde, on va dire, d'être patron, quoi. Enfin, d'être libre, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être ça aussi. Pour moi, c'était ça, la liberté de pouvoir acheter ce que je voulais et proposer comme je le voulais. Donc je me suis rendu compte que j'avais des contraintes techniques, j'avais beaucoup d'idées dans la tête. Et puis aussi, avec les maraîchers, je voyais que si j'arrivais pas avant les gens au marché, j'attendais très longtemps. Et puis la dame avant moi, elle voulait les artichauts, puis les artichauts étaient partis. Donc j'ai commencé à me lever plus tôt et à passer beaucoup de temps en cuisine. Alors tout ça, toujours motivé parce que j'étais très content d'avoir les premiers artichauts, un merlu de ligne qui tient raide quand vous le tenez par la tête. Voilà, ça je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà vu, mais ça existe. C'est pas un truc qui a voyagé depuis le Cap Afrique et qui arrive, qui est déjà en bouillie, on va dire, en pré-cuisson, on va dire même. Et donc c'est ça qui m'a animé. Mais voilà, j'ai pas gagné d'argent, j'en ai même perdu un peu, et puis l'histoire s'arrête et je repars travailler, donc pour un palace, et puis je me fais un peu d'argent, et voilà. Et puis quand même, j'étais pas heureux. Alors c'est sûr, j'avais un bon salaire, j'avais mes vêtements propres, je me posais pas la question s'il y avait du poisson ou pas dans le frigo, de toute façon ça rentrait tous les matins. Mais moi j'étais pas heureux. Donc je recommence, je réitère. Et là je trouve un petit local au bord de l'Unsine à Sokoa. En quoi t'étais pas heureux dans cette vie de cuisinier de palace?
Eh bien, voilà, tout était déjà... En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y avait besoin d'être des mains, des pieds. Votre temps de travail, il vous appartient, quoi. C'est vous qui allez décider. La cuisine, on peut la faire en 14 heures ou en 6 heures. Hein. C'est une question d'organisation. Donc, c'était pour ça que j'étais pas heureux. Et puis la hiérarchie aussi. Moi, j'ai un petit problème avec la hiérarchie, donc forcément, là, hein, C'est bon une signe. brigade, Pour moi, c'est bon signe. effectivement, c'est hiérarchique. Et donc, voilà, ça me turlupine. Et, donc, je trouve un financier, en fait, là, parce que j'avais appris du premier restaurant qu'il fallait un peu plus d'argent que ce que j'avais mis au départ. Donc, je trouve quelqu'un qui a un peu d'argent et qui veut acheter, lui, plutôt de l'immobilier, du foncier. On y revient. Donc, je trouve un local à acquérir. Super, hein, Sokoa, 5 minutes de la plage. Il y a pire. Et donc, cette personne achète le bâtiment et puis on commence un prévisionnel, tout ça. Donc là, je m'engage avec des banques sur un crédit de 200 000 euros. Ma cuisine, elle m'a coûté 65 000 euros. Hein, je viens du parcours des étoilés, donc une plancha pour moi, c'était Charvet. C'est super, hein. Soit dit en passant, on fait des super colorations, tout ça, donc très très bien. Et puis là, là, je me dis, Sokoa, tout ça, moi j'ai fait mon apprentissage à Saint-Jean-de-Luz, j'aime le poisson, j'ai déjà un peu de rapport à cette époque-là avec les pêcheurs, avec les premières ventes directes qu'il y avait à Saint-Jean-de-Luz et à Cibourg. Et voilà, un matin, ça se fait, j'arrive au port à 6 heures, et puis je commence à acheter mon poisson, et puis là, je passe 3 ans à nettoyer les plus beaux poissons de la côte basque. C'est moi qui les ai faits, je tiens à le dire. Parce que à 1 heure du matin, j'étais aussi quand les pêcheurs y débarquaient. Donc j'ai toujours pas résolu mon problème de dormir, en fait. Mais ça, vous avez 20 ans ou comme ça, enfin je suis pas beaucoup plus vieux que vous, mais ça s'accumule. Donc je suis toujours mu par cette envie de proposer le mieux, et le mieux à prix raisonnable. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Je ne faisais pas de la brasserie. Je mettais des poissons entiers, donc c'est-à-dire une matière qui est très riche, qui est chère par rapport à du légume, d'une façon objective. Et puis je voulais que tout le monde vienne manger un poisson. Je ne voulais pas devenir... j'avais pas de choix, c'était soit je devenais un gastro avec un ticket moyen de 80 euros, parce qu'avec les charges, avec un loyer de 1300 euros, avec un remboursement de crédit, ou j'essayais de faire entre les deux. Alors j'ai essayé de faire entre les deux. Donc c'est-à-dire que mon coefficient, il était à peine... j'ai commencé, la première année, j'avais un coefficient de 1,8. Donc le comptable, il m'a dit, tu vois, tu achètes pour 2, tu mets pour 1 dans l'assiette. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la générosité. Super. Mais moi, ça m'a coûté très cher. Et puis au final, est-ce qu'au final j'ai bien atteint le but de ce que je voulais faire, parce que j'ai quand même, pour faire venir des gens pour atteindre cet idéal de populaire, j'ai pas mis le prix juste, en fait, à mon travail. Je payais justement mon loyer, je payais justement mes investissements, justement le pêcheur, parce que j'ai jamais discuté une seule fois en 12 ans le prix d'un légume, d'un poisson, quoi que ce soit. Un producteur, il donne du prix à son produit et il sait pourquoi. Eh bien moi, je ne donnais pas le prix de mes heures passées en cuisine. Et là, je vous parle de jusqu'à 17 heures par jour en cuisine, seul. Donc la réalité me rattrape au bout de 3 ans. Et là, c'est la catastrophe. Je suis endetté. Et puis là, ça m'impacte dans ma vie de tous les jours, quoi. Parce que je dois de l'argent. Je suis plus trop adapté à retourner dans le circuit gastro et ainsi de suite, parce que Einstein disait, quand un cerveau s'ouvre à une idée, difficile pour lui de retourner à la taille inférieure. Donc bon, moi je m'étais ouvert. Mais comment je fais avec tout ça? Et puis voilà, de fil en aiguille, je décide d'arrêter la cuisine et de devenir maraîcher.
Alors là, je repars à l'école à 36 ans, à Hasparren. Et puis, entre-temps, voilà, couplé avec un projet agricole, un paysan qui a monté un restaurant qui s'appelle Christian Aguerre, qui est engagé dans la filière Quinto, Artogori. Voilà. On discute et puis on essaye de trouver un arrangement, comment je fais entre... Alors moi j'ai fait un apprentissage de 2 ans, hein. J'ai pas fait une formation courte pour savoir ce que c'était le maraîchage. Voilà. J'ai montré à peu près marais à tout le village au bord de la route en ramassant des poireaux. Ça c'est la réalité du maraîcher aussi, et l'hiver. Donc je l'avais vraiment vécu pour savoir de quoi on parlait. Et puis, ben voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Je me suis toujours pas enrichi, hein, parce qu'en étant apprenti, vous savez ce que c'est. Ben, moi, j'étais payé comme vous. Et je rencontre Xavier qui vient un été, et on commence à discuter. Et là, je me dis, wow, ça fait 10 ans que j'attends ça. Quelqu'un qui parle... Je suis un peu lent. Moi, désolé. J'ai du temps pour venir de Bretagne. Mais oui, mais bon, ça aussi, c'est le temps humain, quoi. Voilà. Hein, on ne s'est pas rencontrés sur Facebook, on s'est rencontrés comme ça, et puis moi, je ne savais pas qui il était, il ne savait pas qui j'étais, et puis on a bu un café, et puis voilà, on a commencé à discuter. Et là, je me dis, waouh, il y a des gens, ils sont touchés par les mêmes choses que moi. En tous les cas, on peut parler de la même chose. Pour revenir sur le thème de la discussion, la cuisine, un métier à réinventer, ce que vient de vous décrire Antoine, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que si aujourd'hui le cuisinier est en responsabilité, malgré lui, peu importe qu'il soit OK ou pas, on est dans des enjeux environnementaux, on est dans des enjeux climatiques, on est dans des enjeux sociaux, on est dans des enjeux politiques. L'alimentation est devenue un sujet extrêmement politique. On est dans des enjeux d'aménagement du territoire, de développement d'activités de territoire, on est dans des enjeux culturels. Une des grandes batailles que l'alimentation a perdues en France, c'est la bataille culturelle. On est au cœur des enjeux historiques, c'est-à-dire on est issu d'une histoire de la gastronomie qui, selon nous, est complètement inadaptée aujourd'hui aux enjeux qui nous attendent quand on veut nourrir des gens. Et qu'on les nourrisse dans une cuisine de collectivité ou dans un 3 étoiles Michelin, on les nourrit à tout moment. Et à tout moment, on agit sur ces leviers-là, les leviers culturels, géographiques. On fait de la géopolitique avec nos assiettes. Selon ce qu'on met dans nos assiettes, ça a une influence sur la vie de certains territoires. Et on n'était pas prêt à tout ça. Ce que décrit Antoine, c'est sa mise en mouvement par la pratique de tous ces enjeux-là. Il reterritorialise tout, il repense sa cuisine à travers une proposition qui a un sens sur son territoire, par rapport à l'histoire du Pays Basque, de Saint-Jean-de-Luz. Et je fais la même chose dans la baie d'Audierne et à Quimper. Et c'est ça le métier qui se réinvente. Par contre, on vient de voir aussi, pour revenir à ton thème de la liberté de tout à l'heure, le prix que ça coûte. Le prix que ça coûte, et c'est même pas tellement les investissements dont parle Antoine, c'est la réalité, même pour tous. C'est le prix humain. Et c'est un peu ça que je vais faire le lien avec Nicolas et le métier de Nicolas, parce que en entendant Antoine, c'est un copier-coller des problématiques paysannes. Si on extrapole 2 secondes, ce qui est compliqué pour un paysan, c'est quand même l'accès au foncier, la formation, la conversion parfois en bio, les premières années. Ça fait 4 ans que tu es installé, c'est pas vieux. Donc j'ai besoin aussi d'entendre en écho avec ce que vient de dire Antoine, la réalité des choses. Ce qui me manque moi aujourd'hui en Bretagne, c'est pas des beaux produits, il y en a, mais pas beaucoup. Ce qui me manque, c'est des maraîchers. Il m'en manque, j'en ai pas assez. J'ai pas assez de pêcheurs, il n'y a pas assez d'ostréiculteurs. Parmi ceux qui font bien, hein, on est d'accord. Donc voilà. Le lien avec toi, Nicolas, c'est voilà, en écho à ce que vient de dire Antoine, réinventer le métier de la cuisine, ça passe aussi par une nouvelle relation avec les maraîchers et l'installation des maraîchers. Alors comment je vais faire le lien Là, tu te débrouilles. Hein. Ouais. Peut-être de reparler de ton installation. Tu disais que ça avait besoin de sens. Alors la question du sens, elle est primordiale, mais elle est pas essentielle non plus. Dans notre métier, en tout cas, il faut qu'on fasse appel à pas mal de pragmatisme, parce qu'on il y a des enjeux fonciers. On a racheté une ferme, on a transformé la ferme, on a dû
C'était une ferme qui était traditionnellement en brebis laitières et vaches à viande. L'exploitation agricole un peu traditionnelle en Pays Basque, avec plaisir. Donc l'exploitation traditionnelle en Pays Basque Nord en tout cas. Et du coup on l'a transformée pour pouvoir faire du maraîchage diversifié toute l'année, enfin, avec des produits récoltés toute l'année, vendus toute l'année. Et donc ça fait appel à pas mal de pragmatisme. Et donc sur la question du rapport au métier de la restauration, c'est que dans ce lien-là avec la restauration, moi je me suis toujours dit parce que c'est un métier que je trouve particulièrement beau quand même, le métier de cuisinier, en tout cas de chef, en tout cas l'image que j'en avais, ou que j'en ai. Et je me suis toujours dit qu'on allait pouvoir travailler avec des restaurateurs, en plus de pouvoir travailler avec des clients privés, quoi, enfin en tout cas du particulier. Et finalement, ça reste assez compliqué parce que la majorité ont leur filière, et puis parce que prévoir pour nous une production rentable, en tout cas qui nous fait vivre, seulement avec des restaurateurs, ça devient super complexe si on commence à compter notre temps de travail. Donc c'est quand même... C'est-à-dire que tu n'arrives pas à valoriser dans une filière restauration le travail, en tout cas moins qu'avec un circuit court particulier, au particulier. Disons dans la construction du circuit de commercialisation, très concrètement, on a commencé à travailler avec des AMAP. Du coup, on travaille avec... je dis on parce qu'on est deux, on est associés avec mon frère, on s'est installés les deux en même temps, les deux sur une reconversion. Et du coup, on travaille en AMAP, avec des AMAP. Et pour travailler en AMAP, on travaille une gamme de produits sur l'année, du printemps à l'hiver, avec une certaine quantité de produits. Alors il faut vous imaginer une exploitation en tout cas une ferme, parce que le terme d'exploitation aussi, vous pouvez la questionner. Ça veut dire quelque chose. Dans une ferme, il faut aussi qu'on puisse estimer le temps humain et puis la quantité de produits qu'il faut qu'on puisse vendre pour pouvoir en vivre. Et du coup, on envisage ça sur une année avec une vente directe aux particuliers. Et quand on va avoir des restaurateurs pour pouvoir leur proposer des produits, eh bien, on n'arrive pas toujours à se mettre en lien parce que les gammes de produits ne sont pas toujours accessibles au bon moment, ou en tout cas accessibles sur du assez long terme pour un cuisinier, pour qu'il puisse proposer une gamme sur une carte ou sur une carte. Ça fait écho à la notion d'adaptabilité dont on a entendu, qui a été questionnée tout à l'heure. C'est effectivement la cuisine qui se réinvente, c'est la cuisine qui n'exige pas une production par rapport à, je dis souvent, le génie culinaire impose les choix agronomiques. Ça peut plus se passer comme ça. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il va falloir trouver à un moment donné une relation suffisamment saine entre le restaurateur et le producteur, le maraîcher en l'occurrence, pour qu'il s'adapte lui aussi. Quitte à avoir un travail sur le long terme, sur un élargissement des gammes ou des plans de culture différents. Mais un plan de culture, est-ce que ça parle à un cuisinier aujourd'hui ? C'est quoi un plan de culture ? Une programmation de culture ? Même programmation de culture en particulier en agriculture biologique, mais particulièrement en production de légumes ou de céréales. Alors c'est un plan de culture qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir produire assez de légumes pour en vendre assez toute l'année, pour sortir un bénéfice concrètement.
mais c'est aussi une rotation de culture sur des surfaces données. Ça, c'est prévu très longtemps à l'avance. Quand un cuisinier dit moi je veux les premiers petits pois, mais lui il les a semés soit en février ou en octobre, et vous allez les avoir en juin. Donc ça c'est la réalité de comment on met en lien ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a trois rayons de soleil et que les petits pois du Maroc ou d'Andalousie sont déjà présents, qu'ici il y en a. On n'a pas le même climat. Et puis ça, il faut le prévoir. Donc c'est ça l'enjeu de demain. C'est d'aller rencontrer les gens qui ont la ressource, c'est-à-dire des producteurs. Et ça, vous allez faire le choix. Le choix, ça sera soit d'aller dans une centrale d'achat, et là, vous saurez, parce qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas qu'il y avait de la chimie sur ces légumes, qu'ils étaient produits dans des conditions déplorables au niveau social, et qu'au final, même au niveau biologie, enfin pour la biologie des sols, enfin il n'y a aucun intérêt, quoi. Ça m'amuse. Ou vous aurez le choix d'aller rencontrer les producteurs qui sont à côté de chez vous, parce qu'il y en a sur tous les territoires, sur toute la surface de la planète. Donc ça, on ne peut plus dire non, ça n'existe pas, ça existe. Et puis, voilà, dire à un maraîcher, ah tiens, mois de février, est-ce que tu pourrais me mettre 2 rangées de petits pois uniquement pour moi? Et peut-être que là, ça marchera. Sinon, en attendant, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas de carte à Assia. J'allais chercher au marché et puis je faisais à manger. Et à midi moins 5, je mettais sur l'ardoise ce que j'avais été capable de réaliser avec mes 2 mains, avec le temps de passer aussi. Parce que quand je vais au marché, je passe pas 5 minutes, c'est pas un truc froid où je prends mes légumes et je paye déjà. Je suis obligé d'avoir une relation. Parce que c'est ce qui me fait plaisir dans ma journée aussi. Voilà. Donc, pardon. Mais par contre, par rapport Bien près ouais. par rapport au métier de cuisinier, et puis par rapport, je crois que c'est aussi une prise de conscience citoyenne, ou en tout cas en tant qu'habitant dans notre environnement, c'est aussi la question de la connaissance de l'environnement et le travail et du produit avec lequel vous allez pouvoir travailler. La question, c'est la question du plan de culture, c'est la question du prix, mais c'est aussi alors la question des standardisations de produits c'est des choses que vous allez pouvoir approcher ou aborder si vous connaissez vraiment, ou si vous commencez à toucher ce qu'est une ferme, la façon dont elle va pouvoir fonctionner, et puis l'environnement qui est autour. Donc, Xavier tout à l'heure parlait de misère paysanne de laquelle il fallait sortir dans les années 80. Je pense et j'espère que c'est une vision qui est en train de sortir un peu de la société, parce qu'il me semble que la paysannerie, ou en tout cas le monde paysan, il a envie de sortir de ça, et il est capable d'en sortir, mais c'est aussi à vous d'apporter de touche-là, de prendre conscience de cette réalité et de la façon dont, en tant que cuisinier, vous allez pouvoir l'y aider et avoir du lien. Pour aller jusqu'au bout de ton métier et reprendre le terme de liberté de tout à l'heure, ou de choix de produits, vous parliez tout à l'heure d'avoir des produits frais, de saison, etc. Mais est-ce qu'on sait vraiment quelles sont les caractéristiques qu'il y a derrière un beau produit? Si on prend cette affiche, là c'est génial, il n'y a que des légumes. Je ne sais pas quelle est ta pratique et quelles sont tes capacités économiques, ou à travailler avec des hybrides ou avec des semences paysannes, mais c'est pas le même métier, c'est pas le même rendement, c'est pas la même qualité nutritive non plus. La photo, elle dit rien de tout ça. Pardon ? La photo n'est pas de saison, c'est juste.
Ceci dit, il n'y a plus de tomates au Pays Basque? Non. Je croyais être arrivé dans le sud, moi. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un marché, il y a absolument pas, enfin, il y a vraiment pas grand-chose qui vous dit aujourd'hui à quelle filière ces légumes appartiennent. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en deux mots ta relation aux semences et à cette question de liberté aussi, de choix des semences? Alors ça, c'est une question qui est très vaste parce qu'elle fait appel à la liberté, mais surtout à l'autonomie des fermes. On a un regard assez particulier parce qu'on s'est installé il y a 4 ans et il a fallu qu'on commence à produire. Par rapport au coût humain, justement, on n'a pas voulu entamer notre installation en produisant nos plants. C'est-à-dire qu'on achète des plants à un prestataire, à un autre paysan qui produit des plants. Mais dans la démarche d'autonomisation, c'est pareil, d'autonomisation et de ce travail-là, on vient d'adhérer à un groupement collectif de maraîchers pour l'autoproduction de plants. Après, sur la question des semences, les semences c'est un peu particulier quand même. En maraîchage, on est sur une 50aine de variétés de légumes différents. Produire toutes ces semences, ça reste relativement compliqué. On commence à faire un travail. J'espère pouvoir avoir un autre discours dans 10 ans. C'est un long travail sur les semences. C'est un long travail et puis c'est un travail qui demande une expertise particulière aussi quand même. Je vais m'arrêter juste 2 secondes pour voir en quoi les semences concernent les cuisiniers. On n'a jamais autant parlé de biodiversité en général dans notre environnement, mais de biodiversité alimentaire. On a perdu 75% de la biodiversité sur cette planète. Ça se retrouve dans l'assiette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez en masse sur le marché auquel les cuisiniers ont accès 4-5 variétés de tomates, 10 dans les meilleurs cas, 2 variétés de betteraves, 3-4 variétés de carottes. C'est à peu près tout. Et toutes ces carottes, toutes ces tomates, toutes ces betteraves appartiennent à des filières qui appartiennent à des grands consortiums économiques qu'on appelle des trusts, des monopoles, et qui nous empêchent d'avoir cette liberté de choix dans notre cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'il y a dans l'assiette, ce sont quelques groupes agroalimentaires qui ont développé des semences, y compris en bio, et qui imposent par les règles de l'économie des fermes, justement, fragiles, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas tout risquer d'entrer. Ils nous imposent des variétés de légumes dites anciennes, mais qui sont toutes issues de travaux de laboratoire. Et c'est ça que nous mettons dans nos assiettes. En gros, les légumes hybrides, celles dont je parle là, qui sont travaillés dans les laboratoires, c'est 80% du marché de la bio. La bio, c'est moins de 10% en France. Donc vous imaginez ce qui reste pour les semences paysannes. Les semences paysannes, ce sont, et c'est là que je viens sur le lien avec le cuisinier, il a un rôle primordial. La semence paysanne, c'est la seule façon que les hommes ont de s'adapter à leur environnement pour manger. Il n'y en a pas d'autre. Ça fait des millénaires et des millénaires que c'est comme ça que ça se passe. La semence qui est récoltée sur un territoire est la plus adaptée pour se reproduire l'année suivante sur ce même territoire, parce que la semence a emmagasiné toutes les informations relatives à sa croissance et à sa capacité à nous nourrir. Les informations, c'est quoi? C'est le climat. La semence au Pays Basque s'est acclimatée à la pluviométrie du Pays Basque, comme elle s'est acclimatée à la sécheresse des vents en Catalogne, comme elle s'est acclimatée à la terre des Hauts-de-France. La semence, elle a aussi été sélectionnée par les hommes de tout temps pour ses qualités nutritionnelles. C'est-à-dire que la main de l'homme, elle est super importante. La plante, elle emmagasine les informations agronomiques, géographiques, climatiques, mais l'homme, il enregistre les informations de cette graine, sa capacité à produire,
on va plutôt sélectionner ce plan-là plutôt qu'un autre parce qu'il a mieux produit cette année. Donc on lui reconnaît une qualité de productivité, donc de rendement et d'économie pour la ferme. On lui reconnaît aussi des qualités gustatives. Entre un légume hybride F1 et un légume issu de semences paysannes, la qualité nutritive n'a rien à voir. Sur les carottes, il y a un facteur 10. En gros, une carotte issue de hybride F1 en agriculture conventionnelle et une carotte de semences paysannes issue d'une démarche en semences population, c'est un facteur nutritif x10. En gros, il vous faut 10 carottes conventionnelles pour la valeur nutritive d'une carotte de semences population. Donc la liberté, elle est toute relative. Et en quoi le cuisinier, il a à avoir, c'est sa responsabilité, effectivement. Quand on veut nourrir une population, il faut aussi qu'on fasse attention, derrière les techniques de cuisine qu'on a apprises, si belles soient-elles, derrière les belles assiettes, si belles soient-elles, est-ce qu'on nourrit encore les gens? Il faut 50 pommes d'aujourd'hui pour avoir la vitamine C d'une pomme d'il y a 50 ans. Ben, c'est quoi qu'on donne à manger? Qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes? C'est la question fondamentale. Est-ce qu'on met l'orgueil et la technicité d'un génie de la cuisine, de la technique culinaire, ou est-ce qu'on nourrit les gens? Chacun doit apporter sa propre réponse, mais c'est ça la conscience du cuisinier. Et le travail qu'on a fait en Bretagne, et pour le coup, on pourra continuer à en parler après, c'est qu'on a entamé alors, vous avez bien compris que les semences de variété population sont quasiment inexistantes en France. Faut dire, c'est un petit marché, c'est un micro-marché. Ça n'existe quasiment pas. Mais malgré tout, il y a des organisations qui se mettent en place. Et on a décidé de créer un établissement semencier en Bretagne. Et cet établissement semencier, c'est de regrouper des maraîchers, justement parce qu'un maraîcher tout seul ne peut plus aujourd'hui produire toutes les semences de toute sa gamme. Mais par contre, chaque maraîcher a pris sur lui, sur un même territoire, de faire les graines, enfin les semences de 3-4 variétés. Et à eux tous, ils vont faire une production de quasiment 100 variétés. Et là où le cuisinier est interactif, c'est que comme on travaille au quotidien avec eux, eh ben on a aussi un regard sur leur production et sur la qualité des fruits ou des légumes issus de ces semences. Et donc on fait une double sélection. On se réunit à peu près une fois par an, au mois de novembre, pour parler des semences, de la qualité des produits qu'on a eus cette année, ce qui a été intéressant, ce qui a été moins intéressant, de la qualité nutritive par des analyses, mais aussi la qualité gustative. Et ce travail-là, il permet deux choses. Il permet de monter en gamme, d'avoir des légumes qui sont de plus en plus adaptés, de plus en plus en lien. Et alors, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, Nicolas, mais je ne voudrais pas être à ta place avec les changements climatiques qu'il y a, les sols qui sont changeants. Pour un maraîcher, on le voit bien. Quand on travaille au quotidien avec les maraîchers, eh ben effectivement, la régularité d'approvisionnement n'est pas possible. Mais on revient à la nécessité de s'adapter. Et le métier de cuisinier qui se réinvente, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui, selon nous, cuisiner des légumes si on ne tient pas compte de tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Oui. Je pense que la réalité des choses fait aussi que un cuisinier, il doit avoir un coût matière dans son assiette. Alors, est-ce qu'il peut se permettre d'avoir des produits, donc, comme vous avez parlé à l'instant, en restant sur son coût matière? Si il a un coût matière de 3 € pour vendre son menu ou son plat du jour à 15 €, il ne pourra peut-être pas acheter des produits riches en vitamine C ou autres, comme vous venez de nous le dire. Très intéressant, c'est cette question du coût matière. Elle pose la question du foncier et de l'immobilier. Alors, ouais, déjà. La construction du prix. Parce que dans le coût matière, ton premier poste, ça sera ton loyer sûrement. Donc déjà, est-ce que j'adapte, est-ce que je me mets dans un endroit qui est, enfin, quel sera en fait le coût de mon loyer, et ça c'est une partie de ton assiette. La seconde, dans le coût matière, c'est ok, d'accord, une assiette en 15 €, tu as 3 €, là tu fais déjà un coef 5, donc tu es sur des coefficients, on va dire, avec un peu de salariés, on imagine. Ça, c'est une entreprise avec déjà des salariés. Donc déjà, avec combien de personnes tu travailles, et puis comment? Ça aussi. Si tu fais beaucoup de gestes dans ton assiette, tu vas avoir besoin de nombreuses mains, quoi.
Hein, donc, bon, est-ce que peut-être tu vas travailler et après tu vas te dire, ben non, ça m'intéresse toujours de mettre des très bons légumes, mais au final, ben, je vais peut-être faire moins de couverts, travailler avec une personne avec qui je vais vraiment tisser du lien au lieu de monter une grande brigade. Je dis peut-être, hein, j'ai pas de... Moi, c'est comme moi, je me suis adapté, par exemple. Et puis après, il y a aussi... Ok, j'ai des super carottes en semences paysannes, donc on me dit que le rendement est vitaminique, il est de 1 pour 10, donc c'est ça que je veux faire. Et puis là, je me le voyais bien avec, moi, je sais pas, moi, un jarret de veau, donc bien sûr issu de l'agriculture paysanne. Mais en même temps, c'est pour une formule du midi. Alors c'est là où ça commence vraiment à poser question à tout le monde, c'est... ce jarret de veau là, est-ce que j'ai besoin de le mettre tous les midis? Et en quelle quantité? Et là, tu verras que tu vas pouvoir faire un super plat de carottes en semences paysannes avec des goûts, des couleurs différentes, que tu seras bon au niveau du coef, si soit tu supprimes ou tu mets de la viande peut-être en moins grande quantité que dans les standards de ce que l'agro-industrie est capable de te dire aujourd'hui. L'agro-industrie, elle te dit aujourd'hui, mange 250 grammes de viande tous les jours, midi et soir. Est-ce que tu en as réellement besoin? C'est déjà ça la première question qu'il faut se poser. Et puis la seconde, c'est j'ai envie de manger ce veau parce que moi j'aime ça. Ouais. Donc là c'est pareil, tu auras exactement le même choix qu'avec les carottes. Est-ce que tu voudras en avoir de la quantité dans ton assiette, ça tous les jours, ou tu te dis non, là j'ai été voir un éleveur, il y a un copain à moi qui est restaurateur, on sait que dans 1 mois ou 2, parce que c'est comme ça, il faut prévoir comme ça, il abat un veau, là je lui redonne tout son sens à cette viande. C'est-à-dire que je vais vraiment la déguster avec plaisir et que aux gens avec qui je vais la proposer, ils vont comprendre aussi que c'est le rôti du dimanche, quoi, tu vois. Et donc peut-être que dans ton établissement, tu auras des propositions avec un peu plus de légumes, de céréales et de légumineuses. Et tu verras, en plus, c'est super à ranger dans tes étagères. Tu n'as pas besoin de chambre froide et tout. C'est cool. Les lentilles, tu les laisses sur le coin du fourneau, 45 minutes, puis je reviens, c'est fait, tu vois. Donc ça peut être un avantage. Et puis tu vas peut-être pouvoir mutualiser avec quelqu'un à côté de toi une carcasse de super viande. Mais vraiment avec des qualités organoleptiques que tu ne pourras jamais retrouver même dans les filières premium de je sais pas quelle agro-industrie. C'est pas possible. Et donc tu peux, j'ai pas dit tu dois, j'ai dit tu peux au final adapter ton assiette avec ce genre de réflexion en allant discuter avec... les uns et les autres, et puis peut-être adapter ton assiette aux réalités. Effectivement, si tu travailles à 15 €, peut-être le menu en entier. Ce que je veux te dire, c'est que si tu travailles à 15 € ton menu semaine et tu as des gens qui mangent en 45 minutes, c'est à peu près ça, tu as 2 choix. Ok, l'agro-industrie, elle me file 250 grammes, je la pose dans l'assiette, je mets des frites, une feuille de salade, et je vais vendre mon assiette. Donc économiquement, tu vas passer. Tu as aussi la possibilité de mettre un peu de lentilles à cuire, du riz qui vient de Navarre parce qu'on a des super riz là-haut. Et puis les carottes que les copains bretons, ils nous ont envoyé quelques semences. Et voilà. Et c'est vraiment ça. Hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Et c'est là où on a la responsabilité. Ouais. 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 Alors ça, quand en 2008 j'ai monté à SIA et que j'ai dit que j'allais, la devise c'était bio, local et enfin bon, bio et local. Et je savais pas si ce que je faisais, j'allais pouvoir m'en sortir économiquement. Donc là, je vais te dire, il y a 10 ans, c'était vraiment un inconnu. J'achetais des légumes au même prix que tout le monde au marché. Et j'avais pas d'autres... si, il y avait Alain Passard qui vend 400 € son menu le soir.
Donc c'était ça, si tu veux, ce qui existait. Aujourd'hui, tu as plein d'établissements. Je sais pas, tu vas sur la côte à Cibourg, tu as le Maïtenia qui fait, tu manges pour 15-18 euros des assiettes, tu as de quoi manger le midi, il y a un peu moins de protéines animales, et puis tu as une possibilité de manger du végétal, et tu verras qu'au niveau gustatif, c'est hyper bon, et puis eux, ils travaillent, quoi. Donc ça veut dire que ça marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exemples qui nous montrent qu'il y a réellement une possibilité de vivre de son métier en proposant des alternatives. Donc je ne pense pas que ça, il ne faut pas que tu aies peur de ça. Si toi tu es convaincu que ce que tu fais, ça a vraiment du sens parce que toi tu te nourris de ce que tu produis, ça aussi. J'ai fait 12 ans de gastro, j'ai jamais mangé ce que je produisais. Eh non mais, allez, on s'ouvre un petit kilo de caviar ce midi, tac, bon, mais non. Il paraît qu'il y a une page Facebook qui a été ouverte par des employés de gastro en France ou de Palace, et ils mettent tous les jours la photo de ce qu'ils mangent. Je vous invite à aller voir. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc demain, c'est tes clients que tu nourris, et c'est toi d'abord. Merci. Donc c'est un témoignage. Près de la bouche le micro, Oui, s'il vous plaît. un témoignage et un remerciement à Antoine que je suis très contente de retrouver ce matin parce qu'en fait je peux témoigner, son restaurant à Saint-Jean-de-Luz c'était vraiment plus que top. Nous avions l'habitude d'y aller et voilà, et on aimait discuter à la fin du repas et avec vous et c'est bien dommage, j'ai loupé Sokoa. Mais franchement, c'était vraiment, voilà, vous ouvriez la voie à ce moment-là et on vous en remercie vraiment. J'aimerais un peu avoir des précisions sur l'alliance des cuisiniers Slow Food. Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous fonctionnez avec Slow Food International? Comment ça se passe? Merci. Alors, on a un lien avec Slow Food International puisqu'on est tous issus d'une sensibilité militante à travers le mouvement Slow Food. Et on a une convention annuelle qui est signée avec Slow Food International qui nous permet de parler au nom de Slow Food à travers le métier de la cuisine. Et comment on fonctionne aujourd'hui? On vient de passer 3 années à définir qui on était. C'est-à-dire qu'au-delà de nos réunions, on se posait des questions mutuellement, on a décidé d'écrire à travers un manifeste notre vision de la cuisine et de comment on exerce notre responsabilité militante, mais pas seulement, juste citoyenne, à travers notre métier. Et donc ça fait l'objet du manifeste dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça a pris beaucoup d'énergie. C'est pas facile de parler de l'exercice qu'on fait ce matin, de parler de nous et de le traduire en engagement. Et en projet politique. C'est un projet politique affilié à aucun parti, mais par contre il n'y a pas besoin de faire partie d'un parti politique pour faire de la politique au quotidien dans son métier. Donc beaucoup d'énergie, on a perdu un peu de monde en route parce que c'est compliqué aussi, c'est aussi la richesse de l'Alliance des cuisiniers, c'est que c'est un lieu de conflit et de débat, mais le conflit sain, c'est celui qui laisse s'exprimer l'adversité, et c'est comme ça que ça s'est passé. Comment on va fonctionner maintenant? Alors on passe à une nouvelle phase. On a une assemblée générale à la fin du mois de novembre où là on va régionaliser un peu plus l'alliance, où il va y avoir des pôles régionaux et on va proposer aux cuisiniers que ça intéresse justement un accompagnement sur tout ce qu'on vient de dire ce matin. Comment alors sur une question de prix, sur une question de ratio, ok je veux bien m'engager mais comment je fais? Je veux bien faire une transition dans mon restaurant, mais je commence par quoi? Est-ce que je vais y survivre? Comment je fais face à la pénurie de cuisiniers? Donc, quelle est la politique sociale dans mon entreprise? Est-ce que je suis capable de les fidéliser? Ou est-ce que je suis dans les vieilles pratiques? Et ça, l'Alliance va proposer un accompagnement sous forme soit de formation, soit de travail de réseau, mais en région. Voilà. Est-ce que vous allez faire un peu comme en Italie, où en fait en Italie, sur la carte du restaurant, en fait il y a le petit escargot ou il n'y a pas le petit escargot, et voilà, est-ce que vous pensez fonctionner comme ça? Ce qui aide pour le choix on n'a pas choisi en fait. Moi j'ai eu un restaurant jusqu'en 2017. Dans mon restaurant c'était indiqué. Tous les produits Sentinelle étaient notifiés.
Les origines étaient identifiées, les races étaient spécifiées, les variétés de légumes étaient spécifiées. Si ça venait d'hybrides, non, il n'y en avait pas chez moi, mais en tout cas, je signifiais que c'était l'espèce paysanne. On n'est pas tous d'accord sur le sujet. Voilà. C'est pas par rapport au label Slow Food que ça pose question. C'est par rapport au label en général. Il y a une multiplication des labels aujourd'hui qui peut brouiller un peu les pistes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que le manifeste va donner lieu à une charte. Le manifeste, c'est un projet politique, donc ça peut être ardu et pas lisible du premier coup. Donc on va le décliner en charte, qui sont des engagements, une série d'engagements qu'on prend et qui pourra être affichée, et qui, elle, sera visible et qui pourra être affichée dans les restaurants. Et vraisemblablement qu'il y aura à terme une labellisation. On n'a pas les moyens de contrôle indépendant, très clairement. Et en même temps, voilà, on n'est pas là pour faire vivre des labels non plus. Voilà. Non, mais merci de le faire au moins localement, c'est super. Oui. Merci. Pardon. Je suis formateur au CFA de la communauté d'Aglo, donc avec des jeunes apprentis cuisiniers et serveurs. Et vous parliez politique et vous commenciez à parler labellisation et financement. Il existe aujourd'hui on va faire simple, pour les pollueurs des taxes, les industries qui polluent sont soumises à de plus en plus de taxes pollueurs-payeurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un avenir proche, ou peut-être que vous le vivez déjà, que vos bonnes pratiques soient récompensées financièrement ou sous quelque forme que ce soit par justement les États qui imposent ces taxes aux entreprises qui polluent? Tiens, en gros, est-ce qu'on pourrait avoir une reversion pour vos restaurants, pour vos exploitations, pardon, pas exploitation, mais pour vos fermes, qui pourrait au moins vous permettre aujourd'hui de vivre de vos engagements, en fait? Parce qu'on le voit bien, la question était intéressante sur le coût matière. En effet, il existe un fossé là, qui ne permet pas forcément à certains consommateurs qui sont la plus grande masse de consommateurs de venir dans vos restaurants, et à vous, producteurs ou restaurateurs, d'afficher des prix qui pourraient faire venir plus de gens. Donc peut-on espérer aujourd'hui ou demain qu'à un moment ou un autre, les pouvoirs publics, dans des économies comme les nôtres, évidemment, des économies développées, puissent peut-être valoriser vos pratiques? C'est une question qui ne concerne pas que la cuisine, effectivement. Par contre, et notre souhait, c'est d'y aller avec d'autres métiers. C'est qu'effectivement, la question pollueur-payeur qui permet à ceux qui font bien de mieux vivre et de rendre plus accessibles les pratiques vertueuses, on souhaite aller vers ça. Mais on souhaite y aller à plusieurs. Pour nous, c'est la même chose que le combat paysan. Il n'y a aucune différence. Longtemps, alors j'espère qu'il y a quelques paysans dans la salle. Non, pas beaucoup. Oui, il y a Laurence. Et les fils d'eux. Je vais vous expliquer comment nous, on a vécu nos premiers rapports avec le monde paysan. Alors, je parle du monde breton, je ne vais pas me brouiller avec le Pays Basque, j'ai envie de repartir en entier. Dans le milieu paysan breton, quand on a commencé à travailler avec eux, on a été considérés comme les notables de l'alimentation et avec des économies florissantes qui étaient intéressantes pour valoriser le travail paysan. Et que finalement, on n'avait pas de problème d'installation, on n'avait pas de problème économique, on n'avait pas de problème de rentabilité, puisque de notoriété, un restaurateur, c'est plutôt le bourgeois de la ville, surtout s'il est un peu connu, s'il a un peu de presse. Ce n'est pas la réalité. Et le premier conflit, ça a été ça. Ça a été d'arriver à faire comprendre qu'on était dans les mêmes combats. Antoine l'a dit tout à l'heure, l'accès à l'immobilier pour ouvrir un restaurant, en plus sur la côte basque, comme sur la côte bretonne, nous empêche, si on veut rester dans des rémunérations correctes, dans une pérennisation de nos activités, un peu d'avenir nous empêche d'être vertueux parce que on est beaucoup plus, il y a beaucoup plus les investissements, le poids des investissements des loyers et devient tellement exorbitant qu'on n'a plus les moyens de payer notre personnel et la variable d'ajustement, c'est toujours le même, c'est le cuisinier, c'est le chef, c'est le propriétaire, grosso modo. C'est celui qui a pris les risques. Donc effectivement, cette prise de risque, nous on veut la partager. On veut la partager dans le sens où ça nous concerne tous. Et ça revient aussi à la question du prix.
Comment je justifie qu'il y aura moins de viande? Si on parle que du grammage, on ne va pas s'en sortir. Par contre, si on relie les 50 grammes de viande travaillée, cuisinée, c'est pas juste, et donc il faut réinventer. Effectivement, la blanquette, on ne va pas juste diminuer la portion de blanquette. Pour mettre juste 50 grammes de blanquette, ça n'a aucun sens. Par contre, comment on va travailler cette viande pour lui apporter une valeur ajoutée? Comme le font les Japonais. Les Japonais, ils n'ont pas de surface pour l'élevage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transcendent leur viande par des affinages, par des maturations, par des séchages, et ça devient un élément gustatif, mais pas l'élément nutritif essentiel. Je ne sais pas s'il faut faire comme les Japonais, mais en tout cas, il faut qu'on s'inspire aussi de choses qui se font ailleurs. Et après, cette viande, ces 50 grammes de viande qu'on a travaillé différemment, qu'on a sublimé, ou qu'on a juste servi comme il fallait, eh ben, ça fait du sens avec l'élevage local, avec la race locale, qui est la seule capable soit de valoriser les zones humides en Bretagne, soit les zones de montagne au Pays Basque. Et, ce qu'on vend, c'est pas juste 50 grammes Si on le relie à l'aspect culturel, à l'aspect sociologique, à l'aspect historique, mais là, la valeur ajoutée, elle est pour tout le monde. Et l'intérêt, c'est de le faire à plusieurs. Pour cette question-là, de valorisation des cultures locales, on ne peut pas y aller tout seul, les cuisiniers. D'où l'intérêt de multiplier les alliances avec les autres professions, et d'où l'intérêt aussi d'y aller à plusieurs dans les revendications politiques. Tout seul, ça n'a aucun sens. Par contre, si demain, on y va avec des organisations paysannes qui entendent qu'on est sur les mêmes problématiques, là, on n'a plus le même poids. Voilà. Mais j'ai pas de solution aujourd'hui, mais oui, on aimerait aller vers ça. Ceci dit, c'est pas le chemin. Aujourd'hui, l'État est plutôt en train de mettre en place un écolabel éco-responsable pour la restauration comme ils l'ont fait pour l'hôtellerie, et ça reste payant pour tous ceux qui voudront bien s'y coller, comme on le fait dans l'agriculture. Et quand on voit les exigences sociétales normales, ça veut dire plus d'investissement, ça veut dire qu'en fait, on va réserver les établissements éco-responsables à ceux qui auront les moyens de se payer le fruit des investissements de ceux qui ont pris le risque. Donc, voilà. Mais ça... Voilà. Un petit mot sur la formation, parce qu'un métier qui se réinvente. Dans l'Alliance des cuisiniers, on a la chance d'avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, un panel de types de restauration très différents. Et il y a un point commun, c'est qu'on se préoccupe quand même pas mal de savoir à qui on s'adresse en termes de clientèle. Et on est toujours sur la tangente. Dans le conseil d'administration de l'Alliance, il y a beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de risques, comme Antoine. On se retrouve un peu tous dans son histoire. Et ces risques, on ne peut plus les prendre sur nos propres épaules. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer parce qu'on est confronté à la réalité du métier. Et c'est là que je vais revenir aussi vers vous, parce qu'on a parlé de liberté, de travail sur les produits, d'adaptabilité. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête quand vous vous lancez en cuisine, mais je sais que la moitié d'entre vous, dans 5 ans, ne seront plus dans le métier. Si tout va bien. Ça peut être pire. C'est juste la réalité des chiffres. C'est pas au pifomètre. Je sais aussi que notre métier, le métier de l'hôtellerie et de la restauration, est le deuxième métier touché par les problèmes de cocaïne. Tombez pas des nues, c'est la réalité aussi. Je sais aussi que c'est dans notre métier qu'il y a le moins de perspectives de carrière durable, je veux dire. Et là, je ne sais pas si vous aviez ces chiffres en tête ou si vous avez cette vision en tête, mais c'est notre réalité. Ça veut dire aussi qu'on a un gros travail à faire sur les conditions dans lesquelles on exerce ces métiers. Parce que si aujourd'hui on est la profession la plus cocaïnomane, une des professions les plus cocaïnomanes, alors c'est plutôt dans les métropoles, je rassure ceux qui sont en milieu rural, quoique. Ça veut dire des choses. Ces chiffres-là n'ont aucun intérêt si on ne les remet pas en perspective. Ça veut dire qu'on fait partie des métiers qui ont besoin d'expédients pour assumer la tâche. On fait partie des métiers qui sont tellement usants que les gens en sortent. On fait partie des métiers qui sont tellement pas suffisamment rémunérateurs qu'on n'arrive pas à imaginer des perspectives d'avenir pour soi, pour sa famille ou pour son projet professionnel. Oui ?
Ça veut dire, tu veux dire que... oui. Mais le problème décline de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens fuient le métier, effectivement, la main-d'œuvre arrive non formée. Là, c'est aussi pour ça qu'on essaye de... Alors, je vais faire le lien avec un des projets de l'Alliance des cuisiniers, qui était de dire comment nous, on idéalise la formation. Comment nous, on voudrait que les cuisiniers avec lesquels on travaille soient formés. Et on va expérimenter. On est en train de créer une université des sciences et des pratiques gastronomiques, sur le même modèle que l'université des sciences gastronomiques au sud de Turin, mais dédiée au métier de la cuisine. Et on essaye de voir effectivement comment on peut accompagner par des projets de formation des entreprises qui ont été obligées à un moment donné, pour avoir de la main-d'œuvre, d'avoir recours à de la main-d'œuvre non qualifiée, et comment on peut les accompagner. Ceci dit, c'est pas nouveau, il y a déjà des programmes de formation qui existent pour les saisonniers. Il y a déjà des programmes de formation en alternance pour les gens qui ne sont pas diplômés. Il y a déjà des formations auxquelles on peut accéder par des validations des acquis. Et pour le coup, ce n'est pas l'Alliance des cuisiniers qui va répondre à ça, c'est la profession. Nous, on a un rôle d'aiguillon, de tatillon, on a le rôle d'appuyer là où ça fait mal parfois, mais ce n'est pas l'association Alliance des cuisiniers qui peut répondre à ça, c'est la profession dans son ensemble. Comment, effectivement, les restaurateurs se mobilisent pour emmener en formation leur personnel, les rémunérer correctement, arrêter de les exploiter, leur parler correctement, stopper la misogynie ambiante. Voilà, c'est des réalités. On sort du même moule, hein, tous. Hein, et il suffit d'aller voir dans les restaurants pourquoi les gens n'y restent pas, pour comprendre la mutation qu'il y a à faire. Donc on est un peu loin de l'idéal que vous avez peut-être en tête, je suis désolé. Mais la réalité du métier, c'est qu'il manque 200 000 cuisiniers en permanence en France. C'est l'UMI qui le dit, c'est pas moi. Donc, ça veut dire que s'il manque 200 000 cuisiniers, vous avez tout à fait le choix de choisir pour qui vous allez travailler et comment. Eh oui, ça c'est mathématique. Donc si demain vous dites, pour moi c'est important que le légume il soit issu de l'agriculture paysanne, que je travaille dans des conditions correctes, que je me nourrisse de ce que je produise, parce que ça je pense que c'est vraiment important, ben vous pourrez choisir. Ça vaut pour les collectivités. Oui, bien sûr, et c'est peut-être, enfin, j'imagine, un des secteurs les plus vertueux en termes de respect du code du travail, et notamment, et je voulais en venir là-dedans. Oui. Est-ce que vous avez une perspective de réponse à ce problème qui est le non-respect de la réglementation et du code du travail dans l'hôtellerie-restauration? Oui. Parce qu'en fait, moi je suis content d'assister à votre conférence, hein. Je me dis que c'est peut-être un peu l'avenir de l'hôtellerie-restauration, en effet, quoi. Parce que sinon... ce sont des métiers qui malheureusement vont finir par manquer de main-d'œuvre. Et malgré tout le bon vouloir de ces jeunes, il y en a qui, ici, dès les premières années de formation, font plus de 40 heures par semaine. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, parce que c'est eux l'avenir du métier, pour essayer collectivement ou individuellement de changer tout ça et pour... ralentir un peu, enfin avoir une vie privée, avoir des potes, avoir des loisirs, c'est aussi ça leurs enjeux, quoi. Hein. Oui. Effectivement, donc il y a ça, je pense que il y a un travail déjà avec l'université qui est en train de se mettre en place, ce que disait Xavier, c'est-à-dire qu'on va former des gens à une autre vision de leur métier. Et puis, on est en train de se rassembler. Et ça, c'est des entreprises individuelles. Nous, on a choisi de travailler, d'inventer le travail différemment, de réinventer même la cuisine. Donc ça, il faut s'intéresser, il faut aller chercher qui travaille tel ou tel produit, il faut discuter avec des paysans qui diront tiens, peut-être va voir, parce que moi je connais un cuisinier qui fait ça. Et oui, effectivement, sinon tu vas à l'UMIH
Et là, là c'est plus le même discours. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire du lien. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est juste pour vous dire que si vous avez réellement envie de faire ce métier, sachez qu'il y a des gens aujourd'hui. Avant, il y a 10 ans, on était isolés. Enfin, moi, je ne savais même pas que Xavier existait, et lui, inversement. Aujourd'hui, on se connaît. Donc, c'est ça. Après, vous serez sur le monde du travail, vous devrez payer vos factures. Mais il y a un moment quand même où, là, on parle de choses très sérieuses. On parle de ce que vous mettez tous les jours dans votre ventre, quoi. Et c'est ce qui vous maintient sur vos deux jambes, et c'est ce qui vous permet de faire la cuisine. Donc, vous imaginez... Enfin, c'est assez simple, hein. Et c'est ça qui est important. Donc se rapprocher, oui, aujourd'hui avec les nouvelles technologies quand même, il y a moyen de savoir qui est, par exemple, qui vend du vin nature. Et qu'est-ce que c'est? Donc, tu vois, au lieu de boire un vodka Red Bull, tu te dis, tiens, pareil, je vais aller discuter avec des gens sympas qui savent comment ça se fait du vin. Ça peut être plus rock'n'roll que la vodka Red Bull en parce plus. Parce qu'il y a 5000 ans, quand on faisait du pinard, ils ne faisaient pas de la vodka Red Bull. Eh ouais. Et donc, est-ce que c'est notre histoire d'humain ou est-ce qu'on veut devenir des cyborgs, le transhumanisme? Tout ça, le programme, il est déjà prévu, quoi. Enfin, il n'y a même pas besoin de réfléchir, on y va. Si vous avez envie de réfléchir, là, il se passe quelque chose d'autre. Là, vous rencontrerez des gens, vous installerez des maraîchers, vous picolerez sans avoir mal à la tête le lendemain. Et Dieu sait que je picole pas mal et j'ai pas trop mal à la tête. Donc, tu vois, enfin, tu peux faire la cuisine autrement, quoi. Je voudrais juste répondre effectivement sur les réponses sur le plan social qu'on a aujourd'hui. Il y en a deux. La première, c'est qu'en construisant un autre univers culinaire qui est le nôtre, et il y a d'autres associations qui travaillent comme nous, et certainement qu'il faut qu'on s'en rapproche, on attire aussi d'autres profils de cuisiniers, d'autres profils d'entrepreneurs qui pensent le travail en restauration différemment. On était pas plus tard qu'hier au déjeuner dans un restaurant parisien qui s'appelle Les Résistants, qui a une approche de l'approvisionnement équivalente à la nôtre. Par contre, il y a une approche entrepreneuriale auquel nous, on n'a pas pensé parce qu'on n'est pas le même univers. Les investisseurs, parce qu'il y a des investisseurs dans ce restaurant-là, sont issus d'un autre univers de la restauration. Par contre, ils sont très sensibles à nos démarches et à la sensibilité alimentaire. Et aujourd'hui, personne chez eux ne fait plus de 40 heures, cadre compris, avec des rémunérations correctes. Et on a mangé, pardon, juste vas-y. Pour revenir à ce que tu disais, on a mangé à 18,50. On est à Paris, on a eu tous les légumes étaient issus de semences paysannes. Ils font rentrer des carcasses entières. Paris, hein, t'imagines le prix du mètre carré. Hein. Ils font rentrer des carcasses entières, ils passent toute la carcasse. Et on a mangé à 18,50 et on a bu des vins nature. Donc, oui, c'est possible. Et tu vois, personne ne fait plus de 40 heures chez eux. Et ils gardent leur équipe. La particularité, effectivement, c'est que l'équipe est en place depuis le début. Donc, les Résistances a 4 ans d'existence. Il y a une nouvelle adresse qui vient d'ouvrir pas loin. Mêmes investisseurs, même équipe. Les collaborateurs qui sont arrivés en cuisine au début de l'aventure sont aujourd'hui des associés. Donc, quand je vous parlais de perspective de carrière, ils ont intégré ça. Tout n'est pas rose. Ça reste un métier difficile, mais c'est quand même plus vivable sur le long terme. Et si on arrive à avoir une vie sociale, 1 à 2 coupés par semaine, pas plus. 1 à 2 horaires coupés par semaine, pas plus. C'est-à-dire tous les autres jours, soit vous êtes du matin, soit vous êtes du soir. Vous imaginez les perspectives que ça laisse. Et ça ne fait pas eux des demi-cuisiniers. Ça ne fait pas eux des demi-restaurateurs. Leur restaurant est plein. Midi et soir. 120 couverts jour. Voilà, c'est. Et vraisemblablement qu'en s'associant, en intégrant dans nos histoires de cuisiniers des profils différents qui réfléchissent nos entreprises différentes, on peut trouver aussi des solutions. La deuxième réponse, elle est moins réjouissante, c'est effectivement l'organisation professionnelle. L'UMIT en a parlé, mais le GNI, je pense que c'est la même chose, qui va recruter en Tunisie pour faire venir des cuisiniers en France. Et ça n'enlève rien à la qualité du travailleur tunisien. C'est que c'est une orientation, effectivement, pour ne pas parler du social. On va chercher ailleurs, plutôt que de travailler sur la réalité sociale du métier. Donc voilà les deux réponses qu'on a. Moi, j'appelle de mes voeux depuis longtemps la création d'un nouveau syndicat de professionnels. Voilà.
peut-être qu'un jour ça verra le jour. Mais en tout cas, c'est pas le rôle de l'Alliance. Même si nous, on est juste là pour faire des communiqués de temps en temps. Nicolas, je voudrais juste que tu nous donnes, peut-être pas le mot de la fin, mais en tout cas, ton retour sur ce qui vient d'être dit et comment toi tu voudrais travailler avec les cuisiniers demain. On en a parlé avant de démarrer. Reprends l'exemple que tu m'as donné sur la consommation de légumes et ce que ça peut produire. D'une part, dans tout ce qui vient d'être dit là, il y a quand même beaucoup de points et d'aspects qu'on retrouve en agriculture. L'aspect du temps de travail, l'aspect de la cohérence, l'aspect des revenus qu'on peut tirer. Donc je pense qu'effectivement les ponts ils sont nombreux et là où il y a des ponts, des vrais ponts à créer à mon avis, c'est aussi sur la question de la formation et du coup par rapport au lycée hôtelier, mais aussi au centre de formation agricole pour le coup. À mon avis, orienter des paysans vers la restauration, qu'elle soit collective ou particulière, ça va être primordial dans les années qui viennent si avec Slow Food et en tout cas si les cuisiniers vous voulez pouvoir travailler de façon cohérente et sereine avec le monde paysan. Avec le monde paysan, tu vas pouvoir choisir aussi la façon dont tu veux travailler. Et ces ponts-là, ils sont permanents, quoi. C'est ça, c'est la question du sens, de la liberté, du revenu, du juste prix. Voilà. Les ponts, ils sont là. Et du coup, par rapport à l'exemple dont on parlait avant, je pense l'année dernière, un restaurant qui est à Bidaraï qui travaille assez bien. Et puis, on discute à la fin. Il était très intéressé par le fait que je produise des légumes et que je vende des légumes. Il me demandait si on pouvait travailler ensemble. Pour le coup, c'est pas possible parce que pour faire un travail serein et cohérent sur le long terme, en ce moment, moi, je peux plus me le permettre parce que j'ai un circuit de commercialisation avec lequel il faut que je continue de travailler. Et lui me disait que, du coup, il travaille avec Primadour. Il dépense à peu près autour de 800 € de légumes frais par semaine. C'est à peu près le chiffre d'affaires que doit obtenir un maraîcher individuel sur une petite ferme. Ça veut dire que qu'avec un travail en amont, avec un vrai travail et une vraie formation, un restaurateur qui est conscient de ce qu'il fait, il peut installer un maraîcher, en tout cas un paysan. Voilà. Et c'est que sur la partie légumière, quoi. Cette dimension-là, elle est énorme. Effectivement, on voit bien qu'au-delà du travail au quotidien, là, il y a un pouvoir de réappropriation des outils de production et de la liberté qui est énorme. Oui. Pour prolonger ce que tu disais, là, je pense qu'en fait, le facteur limitant, moi je suis agriculteur en Bretagne, personne n'est parfait. Je fais de la vente directe depuis longtemps. Le facteur limitant, c'est notre capacité mutuelle à aller à la rencontre des collègues qui font les autres métiers. Je fais un peu de vente directe auprès des restaurateurs. Alors, je vous garantis, tout n'est pas possible, hein, tout ne se réalise pas. Il y a parfois des échecs. Mais on a une telle peur à des copains qui font d'autres métiers que ça nous bloque, quoi. Et je crois que c'est un peu l'essence, à mon avis, de cette rencontre. C'est de ne pas avoir peur des copains qui font d'autres métiers. Les restaurateurs nous font peur par moments. Et lorsqu'on se permet d'aller les voir, on se dit qu'en fait, quelque part, pas tous, mais pas mal d'entre eux nous attendent. Ils nous attendent, sauf qu'on doit faire le premier pas. Hein. Et je pense que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes gens qui vont travailler dans des restaurants. Et je les invite grandement à aller voir les paysans de leur quartier, de leur secteur, et réciproquement. Je pense que le facteur limitant dans cette affaire-là, c'est nous. Nous, les paysans, ou nous, éventuellement, les gens qui bossent dans les circuits de restauration. Pour aller dans ton sens, une des décisions qu'on a prises à l'université quand on a pensé la formation, c'est de dire, moi je ne vais pas passer une après-midi en cours, en salle, au tableau noir, à expliquer ce que c'est qu'une semence paysanne. Par contre, dans le parcours
Je peux le faire, hein, mais tout le monde va s'emmerder. Par contre, ce qu'on a décidé, c'est que dans le parcours pédagogique, l'étudiant en cuisine va aller 3 semaines en stage ouvrier chez un maraîcher. Et là, il va apprendre. C'est pas pour qu'il devienne maraîcher, c'est pas qu'il connaisse tout, c'est pas pour qu'il connaisse tout sur le maraîchage, mais c'est pour qu'il connaisse, on apprenne à s'apprivoiser, on apprenne à se parler, on apprenne les codes, on apprenne les contraintes de l'autre. Et après, une fois que cette relation est établie, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Donc c'est ce qu'on va essayer d'instituer. On arrive à la fin de cette rencontre. Je voulais juste terminer pour m'adresser aux enseignants qui vous ont accompagné ce matin. Si ce qu'on vous a dit vous intéresse ou vous voulez aller plus loin, le projet de l'université, c'est pas de faire une formation en plus, c'est d'expérimenter des choses et de les partager. Et que si ça vous intéresse de continuer à être en lien avec nous pour qu'on partage nos expériences, qu'on ait aussi vos retours sur des besoins particuliers, comment on pourrait collaborer, même depuis la Bretagne c'est possible, c'est pas si loin que ça, et ben on peut, voilà, moi je reste disponible, on peut échanger nos coordonnées et continuer à parler de ces questions-là pour peu que vous ayez envie de continuer avec ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et bonne journée à l'Orama si vous restez.